Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Fondu. Ce numéro est le premier qui ne traite pas d'une personne en particulier mais d'un sujet plus global. Je vais vous éviter un suspense inutile, on va aborder aujourd'hui le sujet de la poète connexion. Vous me rétorquerez à cette annonce impétueuse. Diantre, mais monsieur Xos, ma de votre compendieux prénom, ou qui que ce puisse être derrière ces fables fondantes, quel est le dessein d'annoncer à votre auditoire le thème en indiquant une attente vaine, sachant que celui-ci est nimbé de mystère pour le noble public. Faut attendre un peu et vous verrez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, croyez-vous en la télépathie? À cette capacité extrasensorielle de communiquer avec quelqu'un d'autre par la force de la pensée? Croyez-vous qu'il soit possible de transmettre une information d'un cerveau à l'autre sans aucun intermédiaire? L'énigme de son existence reste à ce jour irrésolue. Plusieurs études et expériences se sont intéressées au sujet, mais leur valabilité est débattue dans le monde scientifique. L'une des plus récentes date de 2014. Elle a été menée par des chercheurs de l'Université de Barcelone, d'Harvard, de l'Institut de recherche Starlab Barcelona et de la société spécialisée dans la fabrication de matériel médical Axilium Robotics de Strasbourg. Cette expérience se penche sur la possibilité ou non qu'un cerveau puisse faire surgir un mot dans un autre à plus de 7000 km de distance. L'expérience a d'ailleurs été concluante. L'un des sujets a perçu mentalement des flashs lumineux et des sons en provenance d'un esprit étranger. Est-ce que ça prouve que la télépathie existe? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que lors de cette expérience, les deux cerveaux étaient en quelque sorte reliés. Les deux cobayes sont connectés à un ordinateur, l'un à Strasbourg, l'autre en Inde. Le sujet 1, en France, pense à un message basique comme bonjour. L'ordinateur encode les impulsions électriques du cerveau en code binaire. Elles sont envoyées par email à l'ordinateur en Inde, qui les convertit en SMT, des stimulations magnétiques transcrâniennes. Pour expliquer très vite ce qu'est une SMT, laissez-moi d'abord citer l'article La stimulation magnétique transcrânienne, SMT, dans la recherche fondamentale et clinique en neurosciences par Anthony Valero Cabré, Alvaro Pascual Leone et Olivier Acoubar, disponible sur le site de la National Library of Medicine. Oui, parce que c'est sympa et rigolo de parler du caca de Scard en fondu, mais on est avant tout une émission sérieuse et à visée culturelle. La SMT fonctionne en induisant de manière non invasive et de manière focale des courants électriques dans des régions corticales, modulant ainsi leur niveau d'activité de façon variable suivant la fréquence, le nombre d'impulsions, les intervalles et la durée des stimulations utilisées. Dans le cas de notre expérience, les impulsions envoyées variaient d'intensité pour pouvoir différencier les 0 des 1 du code binaire. L'une des SMT était dosée de manière à former un champ électrique produisant des phosphènes. Mais c'est quoi des phosphènes? Bah 2 secondes, je vais expliquer là. En gros, c'est une apparition d'une lumière dans le champ visuel, même lorsqu'on a les yeux fermés. Mais c'est pas possible, moi quand j'ai les yeux fermés, j'ai pas de champ visuel, je vois pas, je suis dans le noir, l'absence de lumière fait que je suis dans le noir comme dit Lamso. Putain, laisse-moi parler, c'est pas possible de m'interrompre comme ça. Pourquoi t'es dans la salle de rédaction d'abord? Tu fais quoi? Fort? Bon, alors le phosphène est perçu parce que la SMT stimule le cortex visuel, qui fait partie du lobe occipital qui traite les informations visuelles reçues par le cerveau. C'est le cortex visuel qui est stimulé directement, pas par l'intermédiaire des yeux comme habituellement. Ce phosphène représente le 1. L'autre SMT ne produit pas de phosphène et fait office de 0. Voici pour résumer un schéma. Bon, ok, et le rapport avec la boîte connexion? Avec tout ce que vous venez d'entendre, vous pouvez sûrement déjà commencer à faire le lien. Il s'agit d'une connexion entre les membres du FC Poète. Vous n'êtes pas plus avancé, j'ai juste mis du contexte dans cette expression après tout. Bon, pour vous expliquer ce que c'est, mettons-nous en situation. Il fait chaud dehors, le ciel est bleu, malgré quelques nuages. Un léger vent arrive du sud-ouest et souffle dans vos cheveux. La situation économique est stable, l'atmosphère est détendue. Vous l'aurez compris, je dresse un univers fictif. Plus sérieusement, mettez-vous dans la peau d'un membre du FC Poète. À noter que c'est plus facile si vous en êtes un. Si. Une discussion a lieu dans le groupe et arrive un moment où vous vient à l'esprit une réaction spontanée à ce qui vient d'être dit. Vous commencez à taper sur votre clavier cette réponse, où vous voyez que quelqu'un est aussi en train d'écrire. Vous terminez votre phrase et vous envoyez le message.
Au même instant, la personne qui écrivait simultanément poste elle aussi sa réponse. Et c'est presque la même. Les termes utilisés sont quasi identiques. J'aurais aimé vous fournir une preuve véritable, mais pour ça, par conscience, il m'aurait fallu enregistrer l'intégralité de la conversation depuis le début jusqu'au moment opportun où se fait la Poète Connexion. Je peux néanmoins vous montrer un instant de Poète Connexion que j'avais pris le soin d'enregistrer en prévision de ce sujet. Pour anecdote, je vous mets ci-dessous le GIF, l'image animée qu'on utilise généralement pour souligner, illustrer lorsque cette situation arrive. Car oui, elle arrive fréquemment. En effet, c'est pas tant le fait que ça arrive, puisque ça s'est sûrement déjà produit pour vous, mais la fréquence, la répétition de la Poète Connexion qui est assez étourdissante. Maintenant, vous savez que dans Fondu, rien ne reste souvent banal ou usuel. Et c'est dès à présent que vous allez voir le sujet s'obscurcir. En faisant des recherches plus larges sur des expériences neurologiques, j'ai découvert l'existence de la Gateway Experience, menée par la CIA et relatée dans un rapport datant de 1983. Le document a été déclassifié en 2003, mais est passé sous les radars jusqu'à récemment. Je vais vous résumer rapidement la teneur du document. Le chargé du compte-rendu est le lieutenant-colonel Wayne M. McDonnell, comme la fameuse chaîne de restauration rapide. Le programme a pour but d'étudier et de trouver des méthodes pour altérer la conscience humaine et essayer d'échapper à l'espace-temps par son biais. McDonnell décide d'aborder l'expérience avec un œil scientifique en se référant à des notions telles que les sciences biomédicales pour comprendre les aspects physiques, la mécanique quantique pour appréhender l'essence et le fonctionnement de la conscience humaine, la physique théorique pour concevoir comment fonctionne l'espace-temps et comment la conscience humaine augmentée peut l'outrepasser. La physique basique pour expliquer l'état hors du corps dans des termes de physique. Y sont abordés l'hypnose, la méditation transcendantale et la rétroaction biologique. De plus, il serait possible de contrôler certains systèmes du corps humain pour que son énergie s'altère, modifiant sa longueur d'onde, s'accordant avec celle du champ électrostatique de la Terre pour finalement ne faire plus qu'un. McDonnell explique ensuite que l'univers est un système complexe de champs d'énergie et que ce que nous percevons est une sorte de projection en 3 dimensions, un hologramme. Bref, c'est un peu sans rapport, mais je tenais à l'évoquer tout de même, et j'espère en reparler un jour. Et bien, dans la même veine, dans les mêmes années, donc 80, la France développe un programme similaire. Et j'ai pu trouver des documents qui traitent du sujet. Seul problème, j'ignore complètement si ceux-ci sont déclassifiés, je n'ai pas réussi à obtenir des renseignements à leur égard, et je me vois mal contacter l'État français avec des potentielles informations top secrètes. C'est pour ça que je ne dévoilerai pas tout, et que si je disparais après ce fondu, vous saurez où je suis passé. Ou pas, plus logiquement. Je vous présente le programme Synapsis Psychique. Les différentes archives traitent d'expériences, de thèses, de recherches, mais le document qui va nous intéresser le plus est un compte-rendu intitulé « Compte-rendu analytique de l'expérience Synapsis Psychique 18 », sous-titre « Excroissance de Murray ». L'auteur est anonyme, donc je ne sais pas s'il s'agit d'un projet mené par l'État, par une entreprise ou autre. Le document commence par une introduction qui explique l'utilité de la démarche. Il y évoque la synapsis psychique, un procédé qui semble s'apparenter à la télépathie. Après vérification, j'ai trouvé que synapsis était une transcription en alphabet latin du mot grec synapsis, qui signifie contact. Sachant que le terme psychique a trait à tout ce qui concerne l'esprit, on peut déduire que la synapsis psychique serait un contact, la jonction de 2 éléments, d'esprit. Cette méthode permettrait la communication à distance de 2 esprits conditionnés, de subtiliser des informations dans le cerveau d'une autre personne, de stocker un nombre infini de données dans sa mémoire, de dissimuler des renseignements en les verrouillant comme dans un coffre-fort, de résister à des techniques anesthésiantes comme l'hypnose, les drogues léthargiques ou les sérums de vérité, entre autres. La synapsis psychique aurait donc des visées militaires ou d'espionnage. Après l'introduction, l'auteur revient sur un cas de télépathie survenu dans les années 60. Le nom de la personne concernée ou le lieu de l'action ne sont pas dévoilés et sont notés respectivement J et R. Il serait question d'un individu qui, à la suite d'un accident dont la nature n'est pas citée, aurait commencé à percevoir les pensées de toute personne l'entourant dans un rayon de 20 mètres. Il se serait rendu chez un médecin pour le diagnostic, mais celui-ci n'a pas pu trouver de nom à son mal. Il a néanmoins pu être témoin de la capacité de son patient. Après un rendez-vous chez un éminent spécialiste de l'esprit humain, il attire l'attention du service auquel le compte-rendu est destiné.
La personne est emmenée dans un laboratoire spécialisé pour passer une série de tests. Les chercheurs constatent les compétences hors du commun et, après une réunion avec les supérieurs hiérarchiques, font signer un contrat au sujet. En contrepartie d'une rémunération mensuelle à hauteur de 2000 francs par mois, il serait autorisé à récupérer son corps pour des examens plus approfondis après sa mort. L'individu est victime d'une crise cardiaque 2 semaines plus tard, alors qu'il était seul chez lui. Un camion vient chercher son corps 30 minutes après sa mort. Après dissection et analyse, les chercheurs découvrent une partie du cerveau habituellement inexistante sur l'organe classique. Ils suggèrent d'abord une tumeur, puis s'accordent sur une excroissance qui se serait développée à la suite de l'accident. Pendant la demi-décennie suivante, l'organisme a pisté des cas similaires en appliquant la même procédure. Les observations se sont révélées similaires que précédemment. Une excroissance poussée à la base du cerveau. Les ordres de la hiérarchie recommandent de pratiquer des expériences afin de reproduire cette excroissance et de se servir de ses capacités dans des buts stratégiques. Des cobayes sont sélectionnés parmi des volontaires contre une rémunération. En ces temps, c'est une pratique courante pour qui veut gagner de l'argent rapidement. Le journaliste Günther Wallraff en retranscrit l'expérience dans Tête de Turc, un roman tiré d'une investigation qu'il a menée. Dans la RFA des années 80, Wallraff, se faisant passer pour Ali, un travailleur immigré turc sans carte de travail, met la lumière sur des conditions de vie et de travail de cette partie de la population. Pendant 2 ans, il travaille en tant qu'ouvrier dans le bâtiment, ou l'aciérie, employé dans une chaîne de restauration rapide, dans l'intervention d'urgence en centrale nucléaire, en tant que testeur de médicaments, etc., enchaînant quelquefois plusieurs jours de travail sans sommeil. Dans ce cas, l'expérience s'est assurée à coups d'électrochocs et d'exposition à des radiations. L'échec est l'issue majoritaire de ces séances, les sujets finissant soit par mourir, soit par plonger dans un état végétatif dû aux dégâts causés au cerveau. Cette phase de l'expérience est abandonnée et les chercheurs décident d'emprunter la voie des états de conscience altérés. Ils théorisent la synapsis psychique comme un exercice musculaire qu'il faudrait pratiquer pour développer l'excroissance de Murray. La technique des chocs électriques et de l'irradiation ne serait en fait que l'équivalent de l'électrostimulation pour le muscle et il fallait, pour parvenir à des résultats véritablement probants, entraîner le cerveau. Ainsi, de nouveaux cobayes sont plongés dans des états seconds, notamment à l'aide de drogues psychotropes, de blocage de sens par des immersions dans des caissons spéciaux, de méditation et d'hypnose pendant des heures entières. Le bilan est identique à la phase précédente, mais des découvertes troublantes sont faites. Certains des sujets se seraient complètement libérés de l'emprise de l'enveloppe corporelle, et leur esprit aurait dérivé à travers une dimension immatérielle, d'autres auraient regagné le mauvais corps, et certains seraient même bloqués à 2 esprits dans un même corps. La 3e phase de l'expérience est la bonne. De nouveau, les chercheurs ont recours à des individus ayant des capacités télépathiques en les faisant dialoguer à distance d'esprit à esprit. Cette fois, ils utilisent un oscilloscope pour tenter de mesurer la longueur d'onde de cette transmission. Sur des nouveaux cobayes, ils envoient des vibrations réglées sur la valeur collectée lors du dialogue télépathique. Les résultats sont presque immédiats, mais à échelle moindre. Les testés parviennent à percevoir les pensées des personnes dans un rayon de 15 mètres pendant des durées variant de 50 secondes à 3 minutes. En reproduisant les sessions d'ondes sur les esprits déjà entraînés des sujets de la phase précédente, les scientifiques constatent un net allongement de cette durée. La fourchette est comprise entre 20 et 40 minutes dans un rayon d'une centaine de mètres. Sur les rares sujets de la première phase, les résultats sont nuls, l'état du cerveau ne semblant pas permettre un développement de la synapsis psychique. Les séances d'altération des états de la conscience, couplées aux sessions d'envoi d'ondes, permettent aux patients de développer les caractéristiques citées au début du compte-rendu, après 9 à 13 mois. Des éléments spéciaux, comprendre des espions, sont sélectionnés pour intégrer le programme. Il n'est fait aucune mention de ce que sont devenus les sujets précédents, mais connaissant le sort réservé au cas de télépathie originelle, il y a de grandes chances qu'ils ne soient pas restés vivants très longtemps après les tests. C'est l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le programme Synapsis Psychique, même si les autres documents apportent une vision plus dense du projet. Maintenant, le lien avec le FC Poète vous semble sûrement flou, voire inexistant. Et je vous comprends, il n'est pas possible pour vous d'établir un chemin de pensée entre ce que j'ai exposé au début, à savoir la Poète Connexion, et d'obscures expériences des années 80. L'affiliation n'est pas tant à chercher dans le compte-rendu que dans l'implantation géographique de l'expérience en soi. En effet, à la fin du document sont recensées toutes les modalités techniques,
la temporalité de l'expérience, l'équipe de supervision, désignée par des lettres, mais surtout la localisation. Celle-ci n'est pas précise, n'a pas une adresse ou des coordonnées géographiques, mais est identifiée par un code, une cotation. LB-014-F-OAW. Je n'ai pas la signification précise de ces lettres, mais d'après les documents que j'ai lus, j'ai pu faire quelques déductions. LB voudrait dire laboratoire. 014 représente soit le numéro de ce laboratoire, soit un emplacement dans une liste, le 14e laboratoire. F désigne probablement le pays, donc la France. Pour OAW, il m'a fallu quelques recherches. OAW est l'acronyme d'une ville. Je ne l'ai pas encore mentionné spécifiquement dans Fondu, même si l'un des épisodes se déroule dans cette ville. Vous pensez sûrement à Chaumont, ville fameuse où réside mon secondaire. En l'occurrence, je ne parle pas de Chaumont. Si je ne l'ai pas mentionné, c'est que l'aventure se passait non pas dans la ville, mais sous la ville. Vous l'aurez compris, je parle de l'épisode 2, consacré à Oscar. Petit rappel, la ville à l'esthétique japonisante où habite Oscar s'appelle Oscarawa. Je vous affiche à l'écran quelques photos. Vous l'avez compris de vous-même, le sigle OAW signifie donc Oscarawa. Mais rappelez-vous ce qu'Oscar a découvert sous Oscarawa. Un dédale de couloirs certes, mais surtout des êtres issus d'expériences scientifiques mystérieuses. Il semble que toutes les expériences que j'ai détaillées plus tôt ont elles aussi été menées dans l'un des laboratoires souterrains. En sachant ça, je n'ose imaginer le nombre d'autres atrocités qui ont pu être commises sous nos pieds. Je voulais m'arrêter là, mais je pense finalement qu'il est peut-être plus pertinent de creuser la relation entre la Poète Connexion, la synapsis psychique et les laboratoires d'Oscarawa. Et pour commencer, je souhaitais revenir sur une suite de tweets publiés par le compte Poète News entre le 23 et le 24 octobre 2022, entre 14h59 et 3h09. Il suivait la même construction. L'arrobase d'un des membres du FC Poète, suivi de la mention « a quitté le groupe ». Une minute seulement après le dernier tweet de cette série, un nouvel ensemble de tweets sont publiés. Tous à la même minute, 3h10. Ils suivent eux aussi une structure identique. L'arrobase d'un des membres du FC Poète, suivi de la mention « a rejoint le groupe ». Ces tweets sont sûrement liés à l'épisode 2 de Fondu sur Oscar. Rappelez-vous la fin ambiguë lorsqu'Oscar se retrouve face à son reflet, à son double. Que s'est-il passé ? Ma théorie, c'est qu'un doppelganger aurait pris sa place, et serait donc remonté à la surface. Pas seul, avec d'autres doppelgangers. Maintenant, compte tenu du compte-rendu qui nous indique que lors de la phase 3, les sessions d'envoi d'ondes ont été effectuées à la fois sur des cobayes purs, sur des cobayes aux états de conscience altérés, et sur des cobayes ayant subi des électrochocs et des irradiations, imaginons qu'ils aient aussi soumis les doppelgangers à ces sessions. Je m'explique. Le but du programme Synapsis Psychique était de former des espions, ou quelque chose d'équivalent, avec des compétences surhumaines. Le fait de pouvoir lire les pensées, de communiquer par l'esprit, etc. Alors pourquoi se serait-il privé d'essayer de procurer la capacité télépathique à des doppelgangers ? Imaginez un espion capable d'obtenir des renseignements par la pensée, et de revêtir l'apparence de n'importe qui. L'être parfait. Ainsi, lorsqu'ils ont rejoint l'extérieur, dotés de leur capacité télépathique, ils ont pu détecter les longueurs d'onde de la Poète Connexion circulant entre les membres du FC Poète. Il serait alors très facile pour chacun des doppelgangers de suivre ce signal, visible pour eux comme un phare dans la nuit. Il serait très facile pour eux de se rendre chez chacun des poètes pour prendre leur apparence. Il serait très facile pour eux de prendre leur place, à l'heure très précise de 3h10.